La femme de ménage murmura quelque chose en russe au milliardaire. Et il se retrouva paralysé. Viktor Petrov observait la ville depuis le 42e étage de sa tour de verre, tandis que les lumières nocturnes s'étendaient comme un manteau doré sous ses pieds. À 53 ans, il avait conquis tout ce qu'un homme pouvait désirer, une fortune dépassant les 8 milliards de dollars, des entreprises sur 4 continents et un pouvoir qui faisait trembler des gouvernements entiers. Cependant, cette nuit-là, après avoir signé les documents qui scelleraient définitivement la fermeture de l'usine textile de Barcelone, laissant 800 travailleurs sans emploi, quelque chose en lui se sentait plus vide que jamais. La décision avait été purement stratégique, froide comme toutes celles qu'il prenait. Les chiffres ne mentaient pas, l'usine n'était plus rentable, et la maintenir ouverte par sentimentalisme était une faiblesse qu'il ne pouvait se permettre. Il avait bâti son empire en éliminant précisément ce genre de faiblesse, en enterrant toute trace de la compassion qu'il avait autrefois connue. Ses assistants étaient partis depuis des heures, le laissant seul avec l'écho de ses pas sur le marbre italien et le murmure silencieux d'une vie qui avait perdu tout sens réel. Viktor se dirigea vers son bureau en acajou, où reposait une photographie que peu de gens avaient jamais vue. C'était une image en noir et blanc, usée par le temps, qui montrait un garçon de 7 ans aux côtés d'une femme au sourire fatigué mais tendre. Sa mère, Katia, qui avait travaillé comme femme de ménage dans une usine de Moscou pendant 20 ans, jusqu'à ce que la maladie l'emporte alors qu'il n'avait que 12 ans. Viktor toucha le verre qui protégeait la photographie, sentant les souvenirs qu'il avait enfouis pendant des décennies se bousculer pour émerger du plus profond de son être. C'est alors qu'il entendit le doux tintement des clés dans la serrure. Elena, la nouvelle employée de nettoyage, était arrivée pour son service de nuit. Viktor avait vu son dossier, 45 ans, veuve, originaire de Saint-Pétersbourg, avec des références impeccables mais une histoire personnelle qui parlait de perte et de sacrifice. C'était une femme de taille moyenne, avec des cheveux châtains toujours attachés en un simple chignon, et des yeux bleus qui semblaient garder les secrets d'une vie vécue avec intensité. Il y avait quelque chose dans sa façon de se déplacer, silencieuse mais sûre, qui lui rappelait quelqu'un, bien qu'il ne puisse pas dire qui. Elena entra dans le bureau avec son chariot de nettoyage, saluant d'une inclination respectueuse de la tête. D'habitude, Viktor ne prêtait pas attention aux employés de service, mais cette nuit, quelque chose le fit rester, l'observant alors qu'elle commençait sa routine méticuleuse. La femme travaillait avec une dévotion presque révérencieuse, comme si chaque surface qu'elle touchait méritait son respect le plus complet. Il n'y avait aucune hâte dans ses mouvements, mais une patience qui parlait d'années de travail honnête et silencieux. Pendant qu'Elena nettoyait les vitres qui donnaient sur la ville, Viktor remarqua comment ses yeux s'arrêtaient parfois sur lui, non pas avec une curiosité indiscrète, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. C'était comme si elle pouvait voir au-delà des costumes de créateurs, au-delà du pouvoir et de la richesse, pour atteindre quelque chose qu'il avait lui-même oublié qu'il existait. Le malaise grandit dans sa poitrine quand il réalisa que cela faisait des années que personne ne l'avait regardé de cette manière, sans peur, sans flatterie, juste avec une humanité simple et directe. Elena s'approcha du bureau pour nettoyer la surface, et ses yeux se posèrent sur la photographie. Viktor sentit une impulsion automatique de la couvrir, de protéger ce dernier vestige de vulnérabilité, mais quelque chose dans son expression l'arrêta. La femme observa l'image avec une tendresse qui le désarma complètement, et pendant un instant, Viktor se sentit comme ce garçon de 7 ans qui avait perdu tout ce qu'il aimait. C'est alors qu'Elena leva les yeux vers lui, et dans ses yeux bleus, il vit une reconnaissance qui lui coupa le souffle. Avec une voix douce mais ferme, qui portait l'accent mélancolique de sa terre natale, elle murmura quelque chose en russe qui fit s'arrêter le monde. « Tvoya mama bilabai gordo toboa, no onatax bilabai grustneya ». Les mots tombèrent sur Viktor comme un éclair qui fendait son âme en deux. Ta mère serait fière de toi, mais elle serait aussi triste. La phrase, prononcée dans la langue de son enfance, dans le dialecte exact que sa mère utilisait, le paralysa complètement. Ses mains commencèrent à trembler, et pour la première fois en 30 ans, il sentit des larmes menacer de le trahir. Comment cette femme pouvait-elle non seulement connaître son origine, mais parler avec les mêmes mots que sa mère aurait utilisés? Elena termina de nettoyer le bureau en silence, mais avant de s'éloigner, elle laissa quelque chose qui fit que Viktor sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. À côté de la photographie, elle avait placé une petite fleur en papier, pliée avec la même technique que sa mère lui avait enseignée quand il était enfant pendant les longs hivers de Moscou.
Une technique qu'il croyait complètement oubliée, un souvenir si intime qu'il ne l'avait jamais partagé avec personne. Lorsque Victor réussit enfin à articuler un mot pour lui demander qui elle était vraiment, Elena avait déjà disparu dans le couloir, ne laissant que l'écho de ses pas et l'arôme ténu des fleurs qu'elle utilisait pour nettoyer. Mais sur son bureau, à côté de la photographie de sa mère et de cette impossible fleur en papier, il y avait une brèche irréparable dans la carapace qu'il avait construite autour de son cœur. Pour la première fois en des décennies, Victor Petrov se sentit complètement vulnérable et terriblement vivant. Les jours suivants se transformèrent en une torture exquise pour Victor. Chaque moment s'écoulait avec une lenteur désespérante jusqu'à ce que la nuit arrive, jusqu'à ce qu'Elena apparaisse avec son chariot de nettoyage et cette présence qui avait réussi à percer toutes ses défenses. Pendant ses réunions d'affaires, alors qu'il prenait des décisions qui déplaçaient des millions de dollars, son esprit vagabondait constamment vers cette femme qui connaissait des secrets de son enfance qu'il ne se rappelait pas lui-même avec clarté. La fleur en papier restait sur son bureau comme une énigme silencieuse. Victor avait passé des heures à l'observer, essayant de déchiffrer comment Elena pouvait connaître une technique aussi spécifique, aussi intime. Les souvenirs de sa mère lui apprenant à plier du papier pendant les nuits glaciales de Moscou revenaient par fragments douloureux, comme des morceaux de verre brisés qui entaillaient sa mémoire. Katia Petrova avait été une femme aux mains travailleuses et au cœur infini, qui transformait des bouts de vieux journal en petits miracles d'origami pour le consoler lorsque la faim ou le froid devenaient insupportables. Elena arriva cette nuit-là comme toujours, ponctuelle et silencieuse. Victor l'observait depuis sa chaise, faisant semblant de revoir des documents, tandis que chaque fibre de son être était concentrée sur ses mouvements. La femme travaillait avec la même dévotion révérencieuse que d'habitude, mais Victor remarqua quelque chose de différent. De temps en temps, ses lèvres bougeaient dans ce qui semblait être une prière silencieuse en russe. Les mots n'étaient qu'un murmure, mais il réussit à en saisir quelques-uns. Elle parlait de perte, de mère qui veillait depuis le ciel, de fils qui avait oublié d'où il venait. Quand Elena s'approcha de nouveau du bureau, Victor sentit son cœur s'accélérer d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis son adolescence. Cette fois, elle ne se contenta pas de nettoyer la surface, ses doigts effleurèrent doucement la fleur en papier, comme si c'était quelque chose de sacré. Victor remarqua alors quelque chose qui le fit trembler. Sur l'annulaire d'Elena, il y avait une petite cicatrice, exactement la même que sa mère avait eue à la suite d'un accident avec des ciseaux quand il avait 8 ans. La coïncidence était impossible, mais Victor avait appris dans les affaires que les impossibilités cachaient souvent des vérités plus profondes. Elena termina son travail en silence, mais avant de partir, elle s'arrêta devant la fenêtre qui donnait sur la ville. Victor vit ses épaules se raidir légèrement, comme si elle rassemblait son courage pour quelque chose. Finalement, sans se tourner vers lui, Elena murmura en russe, « Les grands bâtiments peuvent toucher le ciel, mais les racines sont toujours dans la terre. » Ces mots résonnèrent en Victor toute la nuit. Sa mère lui disait quelque chose de similaire quand il rêvait d'échapper à la pauvreté de Moscou, quand il fantasmait sur un avenir où l'argent le protégerait de toute douleur. Katia lui rappelait constamment que peu importe la hauteur à laquelle il volerait, il ne devait jamais oublier la terre qu'il avait vue naître, les gens qu'il avait aimés avant qu'il ne soit quelqu'un d'important. Le lendemain, Victor fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, il annula toutes ses réunions et se dirigea vers le service des ressources humaines. Il avait besoin d'en savoir plus sur Elena Volkov, mais ce qu'il découvrit le laissa plus confus qu'auparavant. Son dossier était impeccable mais étrangement vide de détails personnels. Elle avait travaillé pour des entreprises de nettoyage à travers l'Europe, toujours avec d'excellentes références, mais ne restait jamais plus de 2 ans au même endroit. Elle n'avait pas de famille enregistrée comme contact d'urgence, aucune photo personnelle dans son casier, et son adresse correspondait à un petit appartement dans un quartier modeste où, selon la concierge, elle vivait seule et parlait à peine aux voisins. Le plus troublant était qu'Elena avait spécifiquement demandé à travailler de nuit dans l'immeuble de bureau de Victor, refusant des offres mieux rémunérées ailleurs. Lorsque le superviseur de nettoyage lui avait demandé pourquoi, elle avait simplement répondu qu'elle avait une dette en suspens à régler. Personne n'avait compris ce que cela signifiait, mais ils avaient accepté parce que son travail était irréprochable. Cette nuit-là, Victor l'attendit avec un mélange d'anxiété et de détermination. Quand Elena entra, il remarqua quelque chose de différent dans sa posture, elle semblait plus fatiguée, comme si elle portait un poids invisible sur ses épaules.
Pendant qu'elle nettoyait, Victor observa chaque détail de ses mouvements, cherchant des indices sur qui était réellement cette femme qui avait réussi à réveiller des souvenirs qu'il pensait enterrés à jamais. Elena s'approcha du bureau et, pour la première fois, leurs yeux se rencontrèrent directement. Dans ce regard, il vit quelque chose qui le remua jusqu'aux os, une tristesse infinie, mais aussi une détermination de fer, comme si elle était venue accomplir une mission qu'elle avait reportée pendant trop longtemps. Elena prit la fleur en papier entre ses doigts et la souleva vers la lumière, permettant à Victor de voir la perfection de chaque pli, la précision de chaque ligne. D'une voix qui tremblait légèrement, Elena lui dit en espagnol, avec un accent qui révélait des années d'efforts pour maîtriser la langue, « Senor Petrov, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, et il y a des dettes qui ne se paient pas avec de l'or. » Elle fit une pause, et ses yeux se remplirent d'une émotion que Victor ne put déchiffrer. « Votre mère m'a appris à faire ces fleurs quand j'avais 10 ans. Nous étions voisines à Moscou, avant que vous ne partiez étudier en Occident. Elle m'a parlé de vous tous les jours jusqu'à sa mort. » Les mots d'Elena tombèrent sur Victor comme une avalanche qui ensevelirait tout ce qu'il croyait savoir sur sa propre histoire. Sa mère ne lui avait jamais parlé d'une fille nommée Elena, mais les dernières années de la maladie avaient été confuses, pleines de douleurs et de morphine qui brouillaient les souvenirs. Était-il possible qu'il y ait eu quelqu'un d'autre dans la vie de sa mère, quelqu'un qui avait partagé ses derniers moments pendant qu'il construisait son empire à l'autre bout du monde? Elena posa la fleur sur le bureau et s'éloigna vers la porte, mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Demain, je vous raconterai pourquoi je suis venue vous chercher, Senor Petrov. Et pourquoi votre mère m'a fait promettre qu'un jour je vous rappellerai qui vous étiez vraiment. » La porte se referma doucement, laissant Victor seul avec un passé qui commençait à se reconstruire pièce par pièce, et avec la certitude terrifiante que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Victor ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans son bureau privé, entouré de photographies et de documents qu'il avait conservés pendant des décennies sans oser les revoir. Parmi des lettres jaunies et des reçus médicaux de l'hôpital où sa mère était morte, il cherchait désespérément une trace d'Elena, un indice qui confirmerait ou infirmerait l'histoire qu'elle avait commencé à révéler. Ses mains tremblaient alors qu'il lisait les dernières lettres que Katia lui avait envoyées, remplies d'amour et de préoccupation pour un fils qui s'éloignait de plus en plus de ses racines. Dans l'une de ces lettres, datée à peine 3 mois avant la mort de sa mère, Victor trouva une ligne qui lui serra le cœur. « Il y a une petite fille ici, Lenochka, qui m'aide avec les courses et le ménage. Elle me rappelle toi quand tu étais petit, toujours à poser des questions sur le monde. Je lui ai appris à faire les fleurs en papier que tu aimais tant. J'espère qu'un jour tu pourras la rencontrer. » Victor avait lu cette lettre des années auparavant, mais dans sa hâte de s'établir en Occident, de construire sa fortune, il avait ignoré ces détails qui lui semblaient insignifiants. La nuit suivante arriva chargée d'une tension que Victor pouvait sentir dans chaque muscle de son corps. Elena apparut ponctuelle comme toujours, mais cette fois, elle portait avec elle une petite boîte en carton usé. Victor l'observa en silence pendant qu'elle effectuait sa routine de nettoyage, mais ils savaient tous les deux que cette nuit serait différente. La conversation en suspens flottait dans l'air comme un orage sur le point d'éclater. Quand Elena eut terminé son travail, elle s'approcha du bureau et plaça la boîte à côté de la photographie de Katia. Avec des mains qui tremblaient à peine perceptiblement, elle l'ouvrit et en sortit un petit trésor de souvenirs, d'autres fleurs en papier, certaines défaites par le temps, une photographie où l'on voyait sa mère à côté d'une petite fille aux cheveux bruns, et une lettre écrite de la main tremblante de Katia dans ses derniers jours. Elena prit la lettre entre ses doigts, d'une voix qui luttait pour rester ferme, elle commença à lire en russe. Victor écouta les mots de sa mère comme s'ils venaient d'outre-tombe, chaque phrase une dague qui transperçait son cœur. « Ma chère Lenochka, si un jour tu trouves mon Victor, s'il te plaît, rappelle-lui que sa mère l'a aimé jusqu'à son dernier souffle, mais qu'elle s'est aussi sentie très seule pendant ces dernières années. Il est devenu un homme important, mais je crains qu'il ait perdu son cœur en chemin. » La lettre continuait avec des détails que seuls Elena et Katia pouvaient connaître, comment sa mère avait vendu ses dernières affaires pour payer les traitements médicaux, comment elle avait refusé l'argent que Victor envoyait occasionnellement parce qu'elle savait qu'il venait d'un homme qu'elle ne reconnaissait plus comme son fils, comment elle avait passé ses dernières nuits à raconter à Elena des histoires sur le garçon doux et compatissant que Victor avait été avant que le monde ne l'endurcisse. « Votre mère m'a fait promettre 3 choses, continua Elena, rangeant la lettre avec révérence. Premièrement,
que je ne vous chercherai jamais pour vous demander de l'argent ou des faveurs. Deuxièmement, que si jamais je vous trouvais, je vous rappellerai d'où vous veniez et qui vous aviez été avant de devenir ce que vous êtes maintenant. Et troisièmement. Helena fit une pause, et Victor vit les larmes commencer à couler sur ses joues. Qu'il fallait que je vous dise qu'elle vous pardonnait de ne pas avoir été là quand elle avait le plus besoin de vous, mais qu'elle espérait que vous puissiez vous pardonner à vous-même. Victor sentit le monde s'effondrer autour de lui. Tous les succès, toutes les victoires d'entreprise, tous les millions accumulés devinrent poussière face à la réalité accablante qu'il avait échoué dans la seule chose qui importait vraiment, être présent pour la femme qui lui avait donné la vie. Sa mère était morte seule, accompagnée uniquement d'une petite fille qui avait eu la compassion qu'il avait perdue dans son ascension au pouvoir. Helena s'approcha de lui, avec une tendresse que Victor n'avait pas ressentie depuis des décennies, posa sa main sur la sienne. « Senor Petrov, votre mère ne m'a pas envoyé ici pour vous faire souffrir. Elle m'a envoyé pour vous rappeler qu'il est encore temps. Temps d'honorer sa mémoire, temps de retrouver le cœur que vous avez enterré sous tant de succès. » Sa voix se brisa légèrement. Elle m'a montré des lettres où vous parliez de construire un monde meilleur, d'utiliser votre intelligence pour aider les autres. Qu'est-il arrivé à ce rêve? Victor ne put répondre car les mots se noyaient dans sa gorge. Il se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, essayant d'échapper à l'intensité de cette révélation, mais Helena n'avait pas terminé. « Il y a autre chose que vous devez savoir, lui dit-elle, et dans sa voix il y avait une urgence qui fit que Victor se retourna vers elle. Votre mère n'est pas morte à l'hôpital comme on vous l'a dit. Elle est morte dans mon appartement, dans mes bras, parce que les médecins ne pouvaient plus rien faire et qu'elle voulait être dans un endroit où elle se sentirait aimée. » La confession finale détruisit les derniers murs que Victor avait construits autour de son cœur. Il s'effondra dans sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains, tandis que des sanglots silencieux secouaient son corps. Helena resta à ses côtés, sans rien dire, offrant simplement la présence compatissante qu'elle avait apprise de Katia. À ce moment-là, Victor n'était plus le milliardaire craint et respecté, mais simplement un fils qui avait perdu sa mère et venait de découvrir l'ampleur de cette perte. Quand il réussit enfin à parler, Victor demanda d'une voix brisée, « Pourquoi avez-vous mis si longtemps à me trouver? Pourquoi maintenant ?» Helena sourit avec une tristesse infinie. « Parce que votre mère m'a dit que vous devriez toucher le fond avant de pouvoir remonter à la surface. Et parce qu'hier, quand je vous ai vu signer ces papiers qui laisseraient 800 personnes sans travail, j'ai su que le moment était venu. Vous êtes devenu exactement ce que votre mère craignait, un homme qui avait complètement oublié son humanité. » Les mots d'Helena résonnèrent dans le silence du bureau comme une sentence finale. Victor comprit qu'il avait atteint un point de non-retour, il pouvait continuer à être l'homme d'affaires impitoyable qu'il était devenu, ou il pouvait honorer la mémoire de sa mère en redevenant l'homme qu'elle avait élevé. Le choix était sien, mais pour la première fois depuis des décennies, l'argent et le pouvoir ne pouvaient pas l'aider à se décider. Les jours qui suivirent cette révélation furent les plus difficiles de la vie adulte de Victor. Il se déplaçait dans sa routine quotidienne comme un automate, assistant à des réunions où les chiffres et les stratégies semblaient dénués de sens. Les mots d'Helena résonnaient constamment dans son esprit, et chaque décision d'affaires était désormais teintée de questions qu'il ne s'était jamais posées auparavant. Combien de familles cette mesure allait-elle affecter? Combien de mères comme la sienne souffriraient des conséquences de ses actions? Victor commença à enquêter secrètement sur la vie des employés qu'il avait licenciés avec la fermeture de l'usine de Barcelone. Ce qu'il découvrit le remplit d'une culpabilité suffocante. Maria González, 52 ans, mère célibataire avec un fils handicapé, Josep Martin, à 6 mois de sa retraite, sans économie suffisante pour survivre, Carmen Ruiz, qui avait travaillé dans l'entreprise pendant 20 ans et considérait son poste comme une partie de son identité. Chaque histoire était un reflet de ce que sa propre mère avait vécu, l'incertitude, le désespoir, le sentiment d'être invisible pour ceux qui avaient le pouvoir de changer les choses. Helena continuait d'arriver chaque nuit, mais sa présence avait désormais pris une autre dimension. Elle n'était plus seulement l'employée de nettoyage qui avait déstabilisé son monde, elle était devenue une sorte de conscience externe qui l'obligeait à affronter la réalité de ses décisions. Parfois, il travaillait en silence, mais d'autres soirs, Helena lui racontait plus de détails sur les dernières années de sa mère, chaque histoire étant une petite blessure qui guérissait et faisait mal en même temps. Une nuit, tandis qu'Helena rangeait des documents que Victor avait laissés éparpillés sur son bureau,
il remarqua qu'elle s'arrêtait sur un en particulier, le rapport financier qui justifiait la fermeture de l'usine. Elena lut les chiffres en silence, et Victor vit son expression se durcir progressivement. « Savez-vous de combien d'argent vous auriez besoin pour maintenir cette usine ouverte pendant une année entière ?» lui demanda Elena sans lever les yeux du document. Victor connaissait le chiffre exact, 8 millions d'euros. Une somme qu'il dépensait sans y penser en art, en voyage, en caprices qu'il oubliait le lendemain. Elena sembla lire dans ses pensées car elle continua. « Votre mère m'a raconté que vous disiez toujours que lorsque vous seriez riche, vous vous assureriez qu'aucune mère n'aurait à choisir entre acheter des médicaments ou de la nourriture pour ses enfants. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?» Ce souvenir frappa Victor avec une clarté douloureuse. Il avait 15 ans lorsqu'il avait fait cette promesse, en voyant sa mère compter et recompter les pièces pour décider si elle pouvait se permettre d'acheter de la viande cette semaine-là. Il avait juré qu'il utiliserait son succès pour créer un monde où de tels choix impossibles n'existeraient pas. Au lieu de cela, il était devenu quelqu'un qui les provoquait. Cette nuit-là, Victor prit une décision qui aurait été impensable quelques semaines plus tôt. Il appela son équipe juridique et financière pour une réunion d'urgence. Il leur annonça qu'il voulait explorer la possibilité de rouvrir l'usine de Barcelone, en y introduisant des améliorations technologiques qui la rendraient plus efficace sans sacrifier d'emplois. Ses conseillers le regardèrent comme s'il avait perdu la raison, arguant que ce serait une décision financièrement irresponsable. Sonor Petrov, lui dit son directeur financier, un homme calculateur qui était avec lui depuis 10 ans, cette décision pourrait vous coûter une perte significative. Les actionnaires ne comprendront pas. Victor le regarda avec un calme qui surprit toutes les personnes présentes. Alors nous devrons les aider à comprendre qu'il y a des choses plus importantes que les dividendes trimestriels. La décision de rouvrir l'usine ne fut que le début. Victor commença à revoir toutes les opérations de son empire commercial, cherchant des moyens de générer un impact positif sans sacrifier la viabilité économique. Il mit en place des programmes de bien-être pour les employés, créa des fonds d'urgence pour les familles en crise et commença à investir dans des technologies qui créaient des emplois plutôt que d'en supprimer. Chaque changement était un pas vers l'homme que sa mère avait espéré qu'il serait. Elena observait cette transformation avec un mélange de satisfaction et d'inquiétude. Une nuit, alors que Victor travaillait tard pour revoir des propositions de nouveaux programmes sociaux, elle s'approcha de lui avec une expression sérieuse. « Sonor Petrov, ce que vous faites est admirable, mais vous devez être prudent. Le vrai changement ne vient pas de la culpabilité, mais de l'amour. Si vous faites cela uniquement pour honorer la mémoire de votre mère, ce ne sera pas durable. » Ces paroles le firent réfléchir profondément. Victor réalisa qu'Elena avait raison, ses actions jusqu'à présent avaient été principalement motivées par le remords et la douleur. Il avait besoin de trouver une raison plus profonde, une conviction qui pourrait soutenir ces changements à long terme. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Victor se permit de pleurer non seulement pour sa mère, mais pour toutes les années qu'il avait vécues déconnecté de sa propre humanité. Le lendemain, Victor fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des décennies, il se rendit personnellement à l'usine de Barcelone pour annoncer sa réouverture. Il vit les visages des travailleurs se transformer de l'incrédulité à l'espoir, et dans ses yeux, il trouva quelque chose que l'argent n'avait jamais pu lui acheter, le sentiment que sa vie avait un but réel. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Victor Petrov sentit qu'il était sur la bonne voie, même s'il ne savait pas encore complètement où cela le mènerait. Les changements que Victor avait mis en œuvre dans son entreprise ne passèrent pas inaperçus dans le monde des affaires. Les magazines financiers spéculaient sur une éventuelle crise de nerfs, les concurrents profitaient de tout signe de faiblesse pour attaquer leur marché, et ses propres actionnaires commençaient à faire pression pour une réunion extraordinaire. Victor se retrouva à se battre sur deux fronts, maintenir la rentabilité de son empire tout en transformant sa philosophie d'entreprise. La résistance la plus forte vint d'où il s'y attendait le moins, son propre cercle intime. Robert, son associé et ami depuis 15 ans, fit irruption dans son bureau un après-midi avec une attitude que Victor n'avait jamais vue auparavant. Robert avait été témoin de l'ascension impitoyable de Victor, il avait applaudi chaque décision difficile, chaque stratégie qui éliminait la concurrence. Maintenant, face à cette nouvelle version de son associé, il se sentait trahi. « Victor, il faut qu'on parle sérieusement, lui dit Robert, jetant plusieurs rapports financiers sur le bureau.
Tes décisions récentes affectent notre position sur le marché. Les investisseurs sont nerveux, les concurrents gagnent du terrain, et franchement, je ne comprends pas ce qui t'arrive. Sa voix portait un mélange de frustration et d'inquiétude sincère. C'est à cause d'une femme? C'est une crise de la quarantaine? Parce que ce n'est pas le Victor Petrov que je connais. Victor sentit une pointe de douleur en réalisant que Robert avait raison sur une chose, le Victor qu'il connaissait était mort la nuit où Elena lui avait révélé la vérité sur sa mère. L'homme qui avait bâti cet empire avait été une version endurcie de lui-même, une caricature du succès qui avait sacrifié tout ce qui importait vraiment. Expliquer cela à Robert, qui avait prospéré sous cette philosophie, semblait impossible. Cette nuit-là, pendant qu'Elena nettoyait son bureau, Victor lui raconta sa conversation avec Robert. Elena écouta en silence, mais quand il eut terminé, elle arrêta son travail et le regarda avec une expression qu'il ne put déchiffrer. « Senor Petrov, votre mère m'a dit quelque chose de plus avant de mourir. Elle m'a dit que le changement le plus difficile ne serait pas de retrouver votre cœur, mais de le garder quand le monde essaierait de vous le reprendre. » Les paroles d'Elena se révélèrent prophétiques. Quelques jours plus tard, Victor reçut une lettre formelle des principaux actionnaires demandant une réunion d'urgence pour discuter de son comportement erratique récent. Le document, rédigé en termes juridiques froids, l'accusait en gros de mettre en péril la rentabilité de l'entreprise pour des raisons personnelles non justifiées. Victor comprit qu'il était à un carrefour, il pouvait revenir à ses anciennes pratiques pour maintenir la paix, ou il pouvait se défendre et risquer tout ce qu'il avait construit. La pression s'intensifia lorsque les médias financiers commencèrent à publier des articles spéculatifs sur la transformation inexplicable de Victor Petrov. Certains le dépeignaient comme un visionnaire qui prenait de l'avance sur les tendances en matière de responsabilité sociale des entreprises, mais d'autres le décrivaient comme un entrepreneur qui avait perdu son avantage concurrentiel. Les titres les plus cruels suggéraient qu'il traversait une sorte de crise mentale. Victor dormait moins, mangeait mal, et se demandait constamment s'il prenait les bonnes décisions. Une nuit, après une réunion particulièrement tendue avec le conseil d'administration, il resta dans son bureau jusqu'à très tard, ressentant le poids de la solitude qui avait été sa compagne constante pendant des décennies. Quand Elena arriva pour son service, elle le trouva la tête entre les mains, ayant l'air plus vulnérable qu'il n'aurait jamais pu imaginer qu'un homme de son pouvoir puisse l'être. Elena s'approcha de lui avec la même douceur qu'elle avait montrée depuis le premier jour, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son attitude. Elle s'assit sur la chaise en face de son bureau, un geste qui aurait été impensable quelques semaines plus tôt, et le regarda droit dans les yeux. « Savez-vous pourquoi votre mère n'a jamais perdu espoir en vous ?» lui demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. Victor leva les yeux, surpris par la question. Elena continua. Parce qu'elle savait que la vraie force ne vient pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois que l'on tombe. Votre mère a traversé des moments terribles, la pauvreté, la maladie, la solitude. Mais elle n'a jamais abandonné parce qu'elle avait quelque chose de plus puissant que la peur, elle avait un but. Elena se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ville qui s'étendait sous les lumières nocturnes. Votre mère m'a dit que vous étiez le garçon le plus courageux qu'elle ait connu. Non pas parce que vous n'aviez pas peur, mais parce que malgré la peur, vous protégiez toujours les plus faibles à l'école, vous partagiez toujours votre nourriture quand quelqu'un n'en avait pas. Ce courage est toujours là, Senor Petrov. Vous avez juste besoin de vous rappeler pourquoi il vaut la peine de se battre. Les mots d'Elena touchèrent quelque chose de profond en Victor, un souvenir presque oublié de qui il avait été avant que le monde ne lui apprenne à être dur. Cette nuit-là, il prit une décision qui allait tout changer. Il ne reculerait pas. S'il devait perdre son empire en faisant ce qui était juste, il le perdrait au moins en étant fidèle à la mémoire de sa mère et aux valeurs qu'elle lui avait enseignées. Le lendemain, Victor convoqua une conférence de presse qui surprit le monde financier. Devant les caméras, avec un calme qui cachait la tempête intérieure qu'il vivait, il annonça la création de la fondation Katia Petrova, dédiée à soutenir les mères travailleuses en situation de vulnérabilité. Il alloua 500 millions d'euros de sa fortune personnelle pour financer le projet et établit que toutes ces entreprises fonctionneraient désormais selon de nouvelles normes éthiques qui privilégieraient le bien-être humain en même temps que la rentabilité. La réaction fut immédiate et partagée.
Certains le saluèrent comme un leader visionnaire, d'autres le critiquèrent comme un homme d'affaires qui avait perdu le cap, mais pour Victor, les opinions extérieures avaient cessé d'être sa boussole morale. Pour la première fois depuis des décennies, il se sentit aligné avec quelque chose de plus grand que le succès personnel, et cette sensation était plus puissante que n'importe quel gain financier qu'il avait pu connaître. La réunion des actionnaires se déroula dans la plus grande salle de conférence de l'immeuble de bureau, avec une tension palpable. Victor entra vêtu de son costume le plus élégant, mais il portait sur lui quelque chose que personne n'attendait, la petite fleur en papier qu'Helena avait faite, soigneusement glissée dans la poche de sa veste. C'était son rappel tangible de la raison pour laquelle il se battait. Robert mena l'opposition avec une présentation méticuleuse qui détaillait chaque perte financière, chaque opportunité manquée, chaque décision qui avait affaibli la position concurrentielle de l'entreprise. Ses arguments étaient solides d'un point de vue purement économique, mais Victor réalisa qu'il écoutait l'écho de celui qu'il avait été autrefois, une version de lui-même qu'il ne reconnaissait plus comme valable. Quand ce fut son tour de parler, Victor se leva lentement et regarda chacun des visages présents. C'étaient des hommes et des femmes qui avaient prospéré sous son ancien leadership, qui avaient bâti leur propre fortune en suivant son modèle de succès impitoyable. Leur expliquer sa transformation était comme parler une langue qu'ils ne partageaient plus. Pendant 30 ans, commença Victor d'une voix sereine mais ferme, nous avons construit cet empire sur la prémisse que le succès se mesurait uniquement en termes financiers. Et nous avons réussi selon ces paramètres. Mais récemment, j'ai compris quelque chose que j'avais oublié, le véritable héritage d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle accumule, mais à ce qu'elle apporte. Victor sortit la fleur en papier de sa poche et la posa sur la table de conférence. Le geste provoqua des murmures de confusion parmi les participants, mais il continua sans se laisser démonter. Cette fleur, ma mère m'a appris à la faire quand j'avais 7 ans. Elle m'a rappelé que les choses les plus précieuses de la vie ne peuvent pas être achetées, elles ne peuvent être créées qu'avec amour et dévouement. J'ai décidé que je voulais que cette entreprise soit un reflet de ses valeurs. Robert se leva, l'expression incrédule. Et Victor, avec tout le respect que je te dois, nous ne pouvons pas diriger une multinationale en nous basant sur des fleurs en papier et des sentiments. Nous avons des responsabilités fiduciaires, des obligations envers nos investisseurs, des engagements qui vont au-delà de tes expériences personnelles. La réponse de Victor surprit tout le monde, tu as raison, Robert. Et c'est pour cela que j'ai pris une décision. Il marqua une pause qui sembla durer une éternité. Je vends ma participation majoritaire dans l'entreprise. J'ai trouvé des acheteurs qui maintiendront les emplois actuels et respecteront les programmes sociaux que nous avons mis en place. Vous pourrez continuer à opérer sous la philosophie que vous préférez, mais vous ne le ferez plus avec moi. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Victor avait construit cette entreprise à partir de rien, elle avait été sa vie pendant des décennies, et il la laissait partir comme si ce n'était qu'un autre actif. Les participants se regardèrent, incapables de comprendre pleinement ce qu'ils venaient d'entendre. Robert fut le premier à retrouver sa voix. « Victor, c'est de la folie. Tu ne peux pas simplement abandonner tout ce que nous avons construit ensemble. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment vas-tu vivre ?» Sa question traduisait une inquiétude sincère, mêlée d'incrédulité. Victor sourit pour la première fois depuis des semaines, un sourire qui portait une paix qui avait été absente de son visage pendant des années. « Je vais vivre en honorant la mémoire de ma mère. Je vais utiliser ce que j'ai appris pour créer quelque chose de différent, quelque chose qu'elle aurait été fière de voir. Et pour la première fois depuis des décennies, je vais dormir sans remords. » Cette nuit-là, après avoir signé les documents de vente préliminaires, Victor resta seul dans son bureau pour la dernière fois en tant que propriétaire. Helena arriva pour son service comme toujours, mais ils savaient tous les deux que cette nuit serait spéciale. Elle avait été témoin de toute sa transformation, l'architecte silencieuse de son éveil de conscience. « Avez-vous des regrets, Senor Petrov ?» lui demanda Helena en rangeant les quelques objets personnels que Victor avait décidé d'emporter, la photographie de sa mère, quelques lettres, et bien sûr, la fleur en papier. Victor réfléchit à la question en regardant une dernière fois la ville depuis ses fenêtres qui avaient été son royaume pendant tant d'années. « Je regrette d'avoir mis si longtemps à écouter ce que mon cœur essayait de me dire. Mais je ne regrette pas de l'avoir enfin écouté. » Il se tourna vers Helena avec une expression de profonde gratitude.
Merci d'avoir tenu la promesse que vous avez faite à ma mère. Merci de m'avoir rappelé qui j'étais avant de me perdre dans ce que je pensais devoir être. Elena sourit avec ce mélange de tristesse et de satisfaction qui avait caractérisé sa présence depuis le début. Votre mère serait très fière de la décision que vous avez prise aujourd'hui. Et moi, je suis aussi fière de vous avoir connu, Sonor Petrov. Non pas l'homme d'affaires à succès, mais le bon homme qui a toujours été là, attendant d'être redécouvert. Quand Victor quitta l'immeuble cette nuit-là, n'emportant qu'une petite boîte contenant ses souvenirs les plus précieux, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies, le sentiment d'être complètement en paix avec lui-même. Il avait perdu un empire, mais il avait retrouvé son âme. Et pour la première fois depuis la mort de sa mère, il sut avec certitude qu'il prenait le bon chemin. 6 mois plus tard, Victor se trouvait dans un petit appartement en banlieue de Madrid, très différent du penthouse de luxe qui avait été sa maison pendant des années. Les murs étaient décorés de photographies de sa mère et de quelques fleurs en papier qu'il avait lui-même appris à faire en suivant les techniques qu'Elena lui avait enseignées. Sa nouvelle vie était plus simple, mais infiniment plus riche en signification. La fondation Katia Petrova avait grandi au-delà de ses attentes initiales. Avec les fonds que Victor avait alloués et les dons de personnes qui s'étaient inspirées de son histoire, ils avaient réussi à aider plus de 5000 familles en situation de vulnérabilité. Victor travaillait personnellement sur le projet, visitant les communautés, écoutant les histoires, et s'assurant que chaque euro était investi de manière à transformer réellement des vies. Un après-midi, alors qu'il examinait les candidatures pour de nouvelles bourses d'études, Victor reçut une visite inattendue. Elena apparut à la porte du bureau de la fondation, portant une petite valise et une expression qui mêlait joie et mélancolie. Victor se leva immédiatement, surpris mais ravi de la voir. « Elena, qu'est-ce qui t'amène ici ? Je pensais que tu étais retournée à Saint-Pétersbourg. » Victor l'invita à s'asseoir, remarquant qu'elle semblait plus détendue qu'il ne l'avait jamais vue. Le poids de la promesse qu'elle avait portée pendant des années avait finalement été libéré de ses épaules. Elena sourit en s'asseyant. « Je suis venue vous dire au revoir comme il se doit, Sonor Petrov. Mon travail ici est terminé, et il est temps pour moi de rentrer chez moi. » Elle marqua une pause, observant les murs du bureau remplis de photographies de familles aidées par la fondation. « Votre mère serait très fière de voir ça. Vous n'avez pas seulement honoré sa mémoire, vous l'avez multipliée dans chaque vie que vous avez touchée. » Victor sentit un nœud dans sa gorge en réalisant qu'Elena partait. Pendant tous ces mois de transformation, elle avait été son ancre, son rappel constant des valeurs qu'il avait redécouvertes. L'idée de continuer sans sa présence le remplissait d'un sentiment de perte, mais aussi d'une profonde gratitude. « Elena, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Non seulement tu as tenu la promesse que tu as faite à ma mère, mais tu m'as sauvée de devenir quelqu'un d'inconnaissable. » Victor s'approcha de son bureau et prit une enveloppe qu'il avait préparée pendant des semaines. « Je veux que tu aies ceci. C'est une lettre pour toi, mais il y a aussi autre chose. » Elena ouvrit l'enveloppe avec curiosité et y trouva une lettre écrite à la main par Victor, ainsi que les documents d'une petite maison à Saint-Pétersbourg qu'il avait achetée près du cimetière où sa mère était enterrée. « Victor, c'est trop. Je ne peux pas accepter, murmura Elena les yeux pleins de larmes. « S'il te plaît, accepte, insista Victor. Ce n'est pas un paiement pour ce que tu as fait, car cela n'a pas de prix. C'est un cadeau pour que tu aies un endroit où garder les souvenirs de ma mère et où je puisse te rendre visite quand j'irai me recueillir sur sa tombe. Je veux que tu saches que tu auras toujours une place dans ma vie, Elena. Tu es la sœur que ma mère m'a donnée quand j'en avais le plus besoin. » Ils s'étreignirent, émus, comme le sont ceux qui ont partagé une expérience transformatrice qui les a changés à jamais. Elena partit cet après-midi-là, mais non sans avoir promis à Victor qu'elle maintiendrait une correspondance régulière et qu'elle serait toujours disponible s'il avait besoin de se souvenir d'où il venait. Les années qui suivirent furent les plus épanouissantes de la vie de Victor. La Fondation devint l'une des organisations caritatives les plus respectées d'Europe, mais il ne perdit jamais le contact direct avec les personnes qu'ils aidaient. Chaque histoire de réussite, chaque mère qui parvenait à élever ses enfants, chaque jeune qui recevait une opportunité d'éducation, était une petite victoire qui honorait la mémoire de Katia Petrova. Victor ne se remaria jamais, mais il trouva dans son travail une satisfaction que le mariage de convenance de ses années précédentes ne lui avait jamais apportée. Ses journées étaient remplies de sens,
ses nuits de paix, et son cœur d'une joie silencieuse qui venait de savoir qu'il vivait en accord avec les valeurs que sa mère lui avait enseignées. Pendant les nuits tranquilles, lorsqu'il travaillait tard dans son modeste appartement, Victor prenait souvent la fleur en papier qu'Elena lui avait laissée et pensait au chemin parcouru. Il avait perdu des milliards d'euros, mais il avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, la certitude que sa vie avait un sens. Sa mère était morte en croyant qu'il s'était perdu à jamais, mais Elena lui avait montré qu'il n'était jamais trop tard pour retrouver le chemin de la maison. La vraie richesse, comprit Victor, ne se mesurait pas en comptes bancaires ou en biens immobiliers, mais dans les vies que l'on touchait positivement, dans l'amour que l'on donnait et recevait, et dans la capacité de dormir chaque nuit en sachant que l'on avait été fidèle aux valeurs les plus profondes de son cœur. Victor Petrov avait perdu un empire, mais il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, il avait retrouvé son âme.